Bref. Pauline, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Merci de l'invitation. Avec plaisir, ça nous fait vraiment très plaisir de t'avoir ici. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Ouais, bien sûr. Je m'appelle Pauline Ferrari, comme la voiture. Je suis journaliste indépendante. Ça veut dire que je travaille avec les médias qui veulent bien de mes idées de sujets. Et je travaille sur les questions de nouvelles technologies, questions de genre et culture web depuis 8 ans environ. Et il s'avère que j'ai beaucoup travaillé sur les communautés masculinistes en ligne et hors ligne. Et j'ai écrit une enquête là-dessus qui s'appelle « Former à la haine des femmes » et qui est sortie en novembre 2023. Voilà. Super, très bon livre d'ailleurs, on recommande ce livre. Au-delà de ce métier-là, tu fais aussi de l'éducation aux médias, tu vas aussi dans les écoles pour former les jeunes à ces questions-là. Est-ce que tu sais nous en dire un peu plus par rapport à ça ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai commencé l'éduc-média il y a 5-6 ans maintenant, à la base de l'éduc-média assez classique, c'est-à-dire c'est quoi être journaliste, comment est-ce qu'on s'informe, comment est-ce qu'on s'informe à l'ère des algorithmes et des réseaux sociaux, comment on fait pour vérifier ces informations. Et puis, de plus en plus, ça s'est tourné aussi sur les questions de comportement sur Internet, donc la question des cyberviolences. La question des stéréotypes de genre en ligne. Comment est-ce que tu vis ton expérience sur Internet quand tu es adolescent, adolescente et que tu es une fille, un garçon, une personne non-binaire. Tu n'as pas les mêmes expériences en ligne. Et de plus en plus, les questions aussi, je sais qu'en Belgique on dit Evras, donc en Evars en France. Donc sur les questions aussi sexualité et Internet. Donc ça ne veut pas dire parler de pornographie, mais ça veut dire en fait les questions de sexualité, de séduction, de rapport fille-garçon ou fille-fille ou garçon-garçon. Qu'est-ce que tu apprends sur Internet et à quel point c'est de véritables informations ou c'est des coachs qui te disent que en fait l'anatomie féminine elle est comme ça et l'anatomie masculine elle est comme ça, il faut que tu suives telle voie ou telle voie. Et pour toi c'est quoi les grands enjeux de l'éducation aux médias qui vont arriver ici en 2026 ? La démocratie. Je suis assez persuadée que faire de l'éducation aux médias pour les jeunes comme pour les moins jeunes, c'est participer à rendre ces personnes-là plus à même de pouvoir faire des choix en conscience et éclairés. Et donc, il y a des enjeux démocratiques très très forts et on est face à des multinationales de la tech qui sont plus puissantes que des États. Et donc, il va falloir collectivement qu'on ait aussi une réflexion sur comment on s'informe, comment on développe notre esprit critique. C'est pour ça que je dis que l'éduc-média, c'est pas que pour les jeunes. On en fait beaucoup avec les jeunes et c'est très chouette. Mais ma daronne sur Facebook, elle en nécessiterait quoi, tu vois, de faire un petit peu d'éducation aux médias aussi. Donc, la question de la démocratie, la question, bien sûr, de l'intelligence artificielle, pour moi, c'est inhérent, et des stéréotypes qui viennent avec l'intelligence artificielle, les stéréotypes de genre, mais aussi les stéréotypes racistes, LGBT-phobes, validistes, etc. Et particulièrement avec la démocratisation d'outils style Grok de X, qui déshabillent des femmes sans leur consentement, et même tous les outils qui sont utilisés par tout le monde, de ChatGPT et compagnie. Donc il y a un gros enjeu là-dessus. Et je dirais, dernier enjeu autour de l'éducation aux médias, il y a un truc autour du masculinisme, en tout cas des rapports de genre, je dirais, sur comment les jeunes et les moins jeunes se sentent appartenir à leur genre, dans les questions de masculinité, de virilité et dans les questions aussi de féminité par rapport à ce qu'ils peuvent voir sur Internet. Et parce que c'est de plus en plus urgent qu'on s'y attaque, quoi. Et justement, on a un petit jeu à te proposer. Let's go. Donc, je vais te présenter différentes personnalités masculines qui ont marqué l'année 2025. Ok, d'accord. Et je te laisserai y réagir librement, ça va. Il y en a des positifs. J'allais dire, est-ce qu'il y a des hommes que j'aime bien dedans ? J'espère. Je pense. Ok. À 20%, on verra. Mais voilà, on va commencer par notre première invitée. Ouais, photo. Hop, je te laisse regarder. Notre cher Thibaut. Thibaut, Thibaut, j'ai écrit sur lui cette année. En plus, je bosse avec un magazine qui s'appelle La Déferlante, qui m'ont dit « faut que tu nous fasses un portrait de Thibaut InShape ». Et j'étais en mode vraiment là, je suis vraiment obligée de regarder toutes ces vidéos. J'étais pas fan. Mais je dois avouer que plus je regardais ces vidéos, plus j'ai eu de l'empathie pour le personnage.
Ça veut pas dire qu'il m'est sympathique, mais ça veut dire que je comprends un peu plus sa DA. Et cette vidéo sur les mascus, elle est pas du tout parfaite. Il y a plein de trucs à redire. Il y a même des choses où j'étais un peu en mode en tant que spécialiste du sujet, ça mérite le poil. Mais je pense qu'il faut sortir aussi de sa posture sachante et militante aussi à des moments donnés, de se dire en fait lui, son public, les personnes qui le regardent sont pas à ce niveau-là peut-être de politisation ou de féminisme que moi je peux l'être. Et donc si j'essaie de me dire, en fait lui il a fait ça pour à la fois une question d'image publique, on va pas se mentir, et une question de sensibiliser son public sur cet enjeu que lui peut-être trouve important, bah pourquoi pas. C'est pas révolutionnaire, mais c'est peut-être pas mal en fait. Mais j'aimerais juste qu'il arrête de faire des vidéos avec le gouvernement en fait. Enfin, c'est surtout ça. Et qu'il se gauchise peut-être encore plus. Mais c'est pas le pire. Franchement, c'est. Mais comme beaucoup de mecs et beaucoup de mecs dans la musculation notamment, ils profitent aussi des privilèges qu'amène le discours masculiniste sur Internet. Donc malgré lui, il en privilégie. Enfin, il en bénéficie en fait. Donc voilà, Thibaut 5 sur 10. Pas ouf, tu vois, genre un mid quoi, mid absolument. Ok, alors, personnalité suivante. Alors, je sais pas si tu... Ah, ok, j'aimerais être un bonhomme, mais c'est pas moi le boss. C'est la chanson d'Orelsan sur sa meuf. Ouais, exactement. Alors... Oui, bon... Ouais, est-ce que tu as suivi là, il y a eu une petite polémique autour de ça qui disait que voilà, Orelsan profite de cette position de non-leader au détriment de sa femme, en lui laissant toute la charge mentale du couple, donc surtout à travers cette chanson-là. Ah, c'est intéressant. Ok, en fait, je trouve que c'est intéressant parce qu'au final, ça reste dans sa DA. Orelsan n'a jamais été un gars énormément féministe. Je veux dire, il a eu des œuvres artistiques controversées au début des années 2010. Voilà, avec des paroles vraiment pas ouf et très misogynes. En fait, moi, ça me fatigue un peu dans le sens où j'ai l'impression que c'est comme beaucoup d'artistes qui sont persuadés de faire des textes hyper engagés, mais qui, au final, ne se sont jamais mis dans la position de remise en question de leurs propres privilèges et en disant ouais mais regardez c'est ma femme, c'est elle qui gère, ils sont persuadés de faire un truc hyper positif alors qu'en fait ça remet pas du tout en question, surtout maintenant qu'il est daron quoi, maintenant qu'il a un être humain à sa charge, voilà. Donc là-dessus pareil, 5 sur 10, 4 sur 10 Orelsan. Aïe, 4 sur 10. Moins que Thibaut InShape. Ah merde putain attends. Non, 5, pareil. Pareil, 5 sur 10. Pour l'instant, je les aime pas trop. Hein. Donc, on va passer à la suite. Là, je pense qu'il n'y aura pas de débat sur... C'est Elon Musk. Ah non. Pourquoi vous me montrez ça? Désolée. Je vais passer la frontière pour le fuir, d'accord? Jardin Bardella. Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus? En fait... Je sais pas quoi dire en termes... à part que c'est quelqu'un que je déteste et que il n'y a pas grand-chose à dire sur lui, à part qu'il a très bien compris comment devenir une star de TikTok en parlant absolument pas de politique. Genre les TikTok qui sont le plus vus, c'est lui qui mange des bonbons. Très bizarre. Voilà. C'est quelqu'un qui sait très très bien ce qu'il fait en termes de communication politique et où il faut qu'on s'en méfie. On n'est pas à l'abri d'une deuxième élection roumaine en Roumanie l'année dernière. Il y a genre 2-3 semaines avant les élections présidentielles. Il y a un gars qui monte dans les sondages et personne ne sait trop c'est qui. Genre c'est pas quelqu'un tu vois de la scène politique roumaine. Et en fait il s'avère que c'est un candidat indépendant très proche de la Russie, d'extrême droite, etc. Et en fait qui se retrouve premier tour quasiment en pole position quoi. Okay. Et soupçon d'ingérence russe via TikTok. Parce qu'il y a des règles très très strictes sur TikTok concernant en fait, comment tu parles de politique et comment tu t'affilies en tant que candidat ou non sur TikTok. Et
en fait, ces vidéos ont été poussées par l'algorithme. Donc, il y a eu une enquête qui a été ouverte par la Commission européenne, etc. Ils ont réorganisé des élections présidentielles, ça a été la merde, etc. Bref, ne pas sous-estimer le pouvoir de TikTok. Mais Jordan... voilà. Ouais. Jordan, moins 1000 sur 10. Mais par rapport à Bardella et au TikTok, justement, il y a quand même une façon dont il va performer la masculinité qui est assez intéressante et qui, du coup, touche beaucoup plus facilement les jeunes hommes, particulièrement. En fait, Bardella, il est dans une posture où il ne va pas se mettre dans une position... comme un Louis Sarkozy j'ai des gros muscles et voilà, pas dans une position zemmouriste où Zemmour est beaucoup plus sur la joute verbale et sur la communication, je dirais. Bardella, je trouve qu'il a trouvé quelque chose une attitude et une manière de parler qui est à la fois assez forte pour montrer que c'est un leader parti politique et en même temps assez clean, assez lisse pour ne pas s'opposer en fait des gens qui seraient un petit peu hésitants. Il est très différent dans Jean-Marie Le Pen par exemple, ou même dans sa manière de parler, son ton de voix était quand même quelqu'un qui était très agressif et très avec la voix qu'il porte, etc. Bardella, je trouve qu'il a trouvé un juste milieu aussi, même dans la manière de s'habiller, de communiquer sur les réseaux et tout. Il est dans un truc de volonté de pacification. Même moi, je me rappelle quand il y avait, c'était un peu avant les législatives, enfin les européennes et les législatives, il a fait toute une vidéo pour dire que le RN était là pour défendre les droits des femmes. Et il avait vraiment fait une vidéo genre derrière son bureau, très posée, en disant « mais nous, on va aider ». Ils étaient là « oui, on avait fait une proposition de loi sur l'endométriose ». Et en fait, cette volonté de pacification, elle marche pour un public aussi qui est peut-être moins politisé, ou en tout cas qui se met en faux par rapport à la question de la violence de l'extrême droite. Et donc ça participe à se dire l'extrême droite n'est plus si violente, elle est acceptable. Donc là-dessus, c'est une performance de la masculinité, je dirais, gendre idéal. Tu vois, un peu futur bon père de famille, quoi. Même si il est considéré encore assez jeune, quoi. Ouais, ok. Donc, mais quand même moins 1000 sur 10. Quand même, oui. On reste sur une note négative, on est très négative. On est relativement d'accord. Ok, personnalité suivante. Ça va. Ah mon baby. Victor de la Star Academy, plus 1000 sur 10. Allez, 15 sur 10 parce qu'il faut que tu montres mon bébé. Mais très grande fan de la Starac, vraiment, énormément. Et je suis très contente parce que je suis très assidûment depuis que ça a repris, il y a quelques années. Et je suis toujours très énervée de constater à quel point les personnes queer dans ces émissions de télé-réalité, notamment sur la Starac, on parle toujours de genre leurs différences. Enfin, en fait, le mot homosexualité ou le mot LGBT n'est jamais dit clairement. Et c'est toujours par des espèces de stratagèmes un peu bizarres. Puis t'as toujours des artistes qui vont dire « Ah waouh, merci pour ta différence, tu es vraiment quelqu'un d'unique. » Enfin, c'est malaisant. Et très contente en fait d'avoir quelqu'un comme Victor qui arrive, où en fait le fait qu'il se maquille, qu'il porte des bijoux, des grosses boucles d'oreilles, ça n'a jamais été un sujet en fait. Enfin, dès le début, ça a été présenté comme ça fait partie de sa DA. Et voilà, vraiment, il y a eu zéro question là-dessus. Et je trouvais ça très agréable. Et vraiment, ça m'a fait de grave plaisir. Et c'est très cool aussi de voir sur une chaîne nationale à l'heure de grande écoute ces modèles-là aussi de masculinité. Et vraiment, ouais, ça m'a trop fait plaisir, franchement. Et c'est pour ça que, je trouve que depuis quelques années, ça fait de plus en plus de modèles de mecs et de meufs, notamment LGBT, qui amènent d'autres représentations de la masculinité et de la féminité aussi, quoi. Oui, on a par exemple Timothée Chalamet ou Harry Styles qui sont dans autre chose que les gros muscles, on va dire, les clichés en fait autour de la masculinité. Donc c'est vrai que c'est chouette d'avoir d'autres modèles
qui émergent comme ça. Ouais, et puis de montrer en fait que tu peux avoir de multiples facettes. Tu vois, j'en sais pas. Parce qu'attention, pro-femme. Attention ceux qui mettent du vernis à ongles juste pour dire waouh, regardez, hyper féministe. Et en fait, pas du tout. Mais qu'est-ce qu'on me propose comme modèle de masculinité positive? Et il y a que des modèles de mecs blancs, riches, très minces, très grands. Et en fait, ça correspond pas à la majorité des gens. Donc, faut aussi trouver une diversité de modèles. Et je trouve ça bien quand la télé-réalité ou la culture populaire, de manière générale, peut amener cette diversité de modèles. Ouais. Donc ça fait grave plaisir. Okay. Oh non. Ouais, tu l'as vu. Il faut pas le regarder. Non. Nicolas Sarkozy. Ah. Louis Sarkozy. Ah non, Louis Sarkozy, j'ai dit Nicolas Sarkozy, MDR. Je confondu avec son daron parce que je lui souhaite la prison. Non, je rigole. Mais peut-être pas. Louis Sarkozy, pour moi, le Mascu 2026. Ça vient à peine de commencer, mais Louis Sarkozy, il a opéré là parce que déjà, il est un peu sorti de nulle part. Il a opéré toutes les vidéos qu'il a fait avec je ne sais quel magazine People où il fait son tour des tatouages là, torse-poil et sur sa moto là. Vraiment, c'était un sketch d'une part et d'autre part, il savait très très bien ce qu'il faisait. Et je pense qu'il a très bien compris que les argumentaires masculinistes, ou en tout cas le discours sur la virilité et la question du genre, est une très bonne manière de recruter politiquement. L'extrême droite et notamment le camp zémouriste le fait depuis très longtemps sur des forums jeuxvideo.com, etc. Mais je pense que Louis Sarkozy s'est dit on va faire ça du côté de la droite un peu plus traditionnelle, droite dure et tout. Mais il faut savoir que Louis Sarkozy a énormément de points communs et en termes d'intérêt avec l'ancien responsable du Front National de la Jeunesse, Julien Rochdy. Ils ont beaucoup de points communs physiquement déjà, mais aussi ils adorent Napoléon, ils adorent Nietzsche, ils adorent les bustes en marbre, ils adorent les... Non mais il y a vraiment une DA commune quoi. Et quand je vois que maintenant Julien Rochdy il va sur Frontières, donc un média d'extrême droite, pour parler de son dernier livre sur Nietzsche, voilà. Et que Louis Sarkozy est reçu en grande pompe alors que, à part être un fils d'eux, voilà quoi. On va voir, mais là sur les municipales, un peu flippant parce qu'il se présente dans une ville qui est pas un petit village, la ville de Menton, qui est une ville, la population est assez âgée, mais ça fait craindre, voilà. Et je pense que c'est quelqu'un qui aime beaucoup la figure autoritariste, très masculine dans le sens de la masculinité guerrière, quoi. Je pense qu'il se rêve un peu un mix entre un Alexandre le Grand et un Napoléon Bonaparte, alors qu'il n'est que Louis Sarkozy, quoi. Combien sur 10 ? Moins 1000 aussi. Hein. Ouais. Mais je déteste vraiment Louis Sarkozy. Je sais pas si je devrais dire ça, mais je déteste. Au pire, on coupe pas, mais... Je vais devoir demander l'asile politique en Belgique après. Pas de soucis, on t'accueille, il n'y a pas de problème. Je déteste Louis Sarkozy. Ok. Qui sont-ce ? Ah, mon chouchou. Peut-être un peu de contexte. Il y a eu une commission à l'Assemblée nationale française sur les effets psychologiques de TikTok sur les jeunes. Commission pour laquelle j'ai été auditionnée en visio. Ce qui est très drôle parce que jurer en visio, j'avais jamais fait ça. En gros, ils avaient fait une session, on était plusieurs il y avait des chercheurs, chercheuses, des gens d'associations de lutte contre les cyberviolences et moi. Et c'était pour parler justement un peu masculinisme et sexisme sur TikTok et quels effets psychologiques ça pouvait avoir. Donc on a beaucoup parlé de cyberviolence et notamment on nous a dit donner une liste d'influenceurs qui sont vraiment craignos et on était en mode Alexis Chance. Et Alexis Chance, donc Isaac de son vrai prénom, ancien basketteur pro qui n'a pas très bien réussi et qui a décidé de se lancer en tant que coach et entrepreneur où il propose des formations pour devenir très riche alors qu'il ne paye pas ses graphistes et ses monteurs. Voilà, et il s'est expatrié dans je ne sais quel pays et donc lors de cette commission, ils ont décidé de faire une espèce d'après-midi vedette. Bon, moi je l'interprète comme ça, où c'était du coup Arthur Delaporte qui était un des rapporteurs de la commission, il y avait le couple Tanti, Julien et Manon Tanti, donc star de la télé-réalité. Il y avait, qui c'est d'autre qui est venu, Adé Laurent, acteur de films pour adultes et créateur de contenu. Et en visio, Alexis Chen. Et Alexis Chen, il a rage quit au bout de... Je crois que l'audition elle a duré 7 minutes, un truc comme ça. Et en gros, il a pas compris que c'était pas un débat,
que c'était. On lui posait des questions, il fallait qu'il les réponde. Et en fait, il a juste dit je me casse. Et ce qui est très drôle, enfin drôle non, c'est qu'il a vraiment joué là-dessus, sur cette victimisation de voilà, le gouvernement m'attaque. Il a fait plein de vidéos là-dessus. Et il a lancé un live juste après. Et en fait, dans sa communauté, c'est devenu un roi, quoi. C'est parce que c'était lui qui avait genre raccroché à la gueule du gouvernement français. Donc ça a servi aussi son discours. Il a dit qu'il allait lancer alors je sais pas s'il l'a fait, mais qu'il allait lancer une formation pour apprendre à débattre comme lui. Enfin bref, voilà. Donc Alexis Chen, voilà. Mais le moment était drôle parce que moi je l'ai suivi en direct, bien sûr, cette commission, surtout quand j'ai su qu'il y serait. Et c'est très drôle parce qu'il a commencé son propos liminaire en disant qu'il pensait que les réseaux sociaux c'était horrible pour les jeunes, mais qu'il donnait des très bons conseils aux jeunes. Sachant que ces très bons conseils, c'est, je cite, toutes les femmes sont des putes jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Donc, moins 4000. Ouais, un bon moins 4000. Bon, avec Louis Sarkozy, en enfer, au purgatoire. Vraiment, les deux, comme ça. Et Bardella, et les trois, comme ça, ils marchent main dans la main, jusqu'au purgatoire. Je pense qu'il y en a encore quelques-uns qu'on va pouvoir mettre dans le purgatoire, dans ce qui arrive. Horrible. Oui, alors... Mais normalement, pas celui-là. Pas lui. Ah, mon bébé, Pedro Pascal. Ouais. Pedro Pascal. Pedro Pascal, masculinité positive, intéressante, je trouve. Parce que Pedro Pascal a toujours été assez engagé politiquement aussi dans les causes qu'il défend, notamment autour de la communauté trans, etc. Et c'est quelqu'un qui s'est jamais trop caché là-dessus. Et ça fait partie un peu de ces stars hollywoodiennes où je me dis c'est pas quelqu'un qui s'est mis à défendre une cause parce que ça faisait bien à un moment donné, c'est quelqu'un qui a toujours été assez engagé. Et on l'adore. Le grand retour de la porn stage des années 80. Moi, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Et globalement, quelqu'un de très chouette. Très grosse victime de désinformation aussi. Il y a eu tout un truc à un moment donné sur je sais plus quel truc comme quoi il était un peu trop insistant avec des femmes, mais en fait on s'est rendu compte que c'était des bots d'extrême droite, enfin bref, un peu tout ça là-dessus. J'ai envie de dire comme d'hab. Mais non, Pedro Pascal, on l'adore. 10 sur 10. 10 sur 10. 10 sur 10. Ouais. J'aimerais trop aller boire un verre avec lui. Mais genre pas drague, mais juste... je sais pas, il a l'air trop rigolo. Ouais, il a l'air hyper sympa. Il a l'air très sympa. Je suis d'accord. Je valide le 10 sur 10. Quand est-ce que Pedro Pascal il vient à Namur? C'est ça la vraie question. Oui, exactement. On l'attend. Voilà. Il y a un festival de cinéma ici, donc Et ben voilà. bientôt. Pourquoi bientôt il est à pas là? Ok. Un salut nazi. Bon, non, un salut romain. Non, un salut nazi. Elon Musk, pareil, une des personnes que je déteste le plus au monde. Que te dire à part que Elon Musk, c'est marrant parce que moi je suis devenue journaliste sur les sujets de technologie en 2018-2019 et c'était le moment où en fait Elon Musk commençait un peu à percer de manière internationale avec ses inventions avec Tesla, etc. Et je me rappelle que j'avais énormément de collègues journalistes tech qui disaient non mais c'est un inventeur de génie, super fort. Et je disais moi il y a un truc chez ce gars qui je sais pas pourquoi. Donc j'avais un peu le nez creux. Voilà, Elon Musk, en fait ce qui est terrifiant c'est que là pour beaucoup travailler un peu sur les questions de haine en ligne, c'est vraiment quelqu'un qui a racheté un outil et qui en a configuré tout l'algorithme pour refléter ses positions politiques et pour en faire un espace juste de racisme, de LGBT-phobie, de transphobie et de désinformation quoi. Donc voilà. Moins 4000, hein. Moins 4000 aussi, purgatoire de ouf. Et oui, Elon Musk, il faut qu'il dégage là. C'est vraiment partie des gens qui me font le plus flipper. Parce qu'autant Donald Trump, j'ai toujours un peu l'impression que c'est quelqu'un qui est absurde. Autant, alors que je pense qu'il est très intelligent et qu'il sait très bien ce qu'il fait, mais Elon Musk encore plus. Et surtout, c'est quelqu'un qui a énormément d'ego et qui ne supporte pas d'avoir tort. Et ça, là-dessus, c'est l'apothéose du technofascisme, quoi. Donc
Donc moins 5000, parce qu'on n'aime pas les nazis. On déteste les nazis. On déteste les nazis. Au purgatoire avec tous les autres. Beaucoup de monde au purgatoire. Oui, mais c'est pas grave, c'est bien. Il faut le remplir, ce petit purgatoire. Alors, ok. Ouais. Je sais les gens dessus, mais il y a un drama par rapport à cette vidéo. Alors, il n'y a pas spécialement de drama par rapport à la vidéo. Mais tu peux peut-être montrer l'image. Donc, c'est une vidéo d'Amixem. Amixem, ouais. Et par Amixem, en fait, on voulait parler un peu du Boys Club qui est présent sur YouTube. Et peut-être un peu plus spécifiquement chez lui parce qu'il a une vraie équipe. Enfin, c'est une équipe maintenant qui fait les vidéos. Mais on peut l'observer chez plein d'autres youtubeurs. Il y a d'ailleurs une super analyse sur le sujet de Lapin. Si jamais vous voulez aller voir Lapin, elle est exceptionnelle. De ouf. Donc voilà, on voulait avoir un peu ton avis sur le sujet. Ouais. Ben, en fait, YouTube a été, en termes de professionnalisation de l'influence et de la création de contenu, ça a été les précurseurs, comparé à Instagram, à TikTok maintenant, etc. Et donc, ce qui se passe sur YouTube, c'est concrètement un peu ce qui va se passer ensuite, après, sur les autres plateformes. YouTube, il y a eu un truc très directement de Boys Club. Tout ça parce que déjà de manière très genrée, on a considéré que les femmes qui allaient faire des contenus sur YouTube, ça allait être que au niveau du maquillage, de la beauté, du lifestyle, du family vlog, ce genre de choses. Et que donc, notamment les concepts de divertissement, d'information et d'humour, c'était que des hommes. Et il y a ce truc où autant dans les études sociologiques qui ont été faites, autant les femmes regardent tout type de créateurs de contenu, peu importe leur genre, créateur comme créatrice, autant les hommes regardent très peu de créatrices. Et donc du coup, forcément, ça fait un truc où aussi les créatrices sont moins nombreuses, moins regardées, moins commentées, et donc disparaissent et souvent abandonnent aussi, parce qu'elles se font harceler et tout. Et donc il y a le truc sur YouTube comme ailleurs, il faut faire des collaborations, il faut faire des feats, il faut que les chaînes s'invitent entre elles pour bénéficier de l'audience l'une de l'autre. Et en fait, si on regarde sur YouTube, il y a 4 créatrices qu'on invite tout le temps. Il y a Lena Situation, Magla, Bagheera Jones de temps en temps, Natou. Ouais, c'est surtout elle. Hein. Voilà, et donc c'est toujours les mêmes profils qui tournent. Et quand elles y sont, c'est super. Par exemple, Amixem, il a fait un espèce de concept il y a pas longtemps où en fait, il y en a un des 3 qui est placé dans une situation, il doit deviner qu'est-ce qu'il fait et où il est. Concept très très drôle. C'est hilarant, moi j'ai beaucoup rigolé. Et donc il a fait 2 épisodes. Dans les 2 épisodes, il y a une meuf. Mais il y a Magla sur le premier épisode et Natou sur le 2e. Et donc je suis en mode, oula, qui va être la 3e? Est-ce qu'il va y avoir une femme? Et donc c'est un peu dommage parce que ce truc de cercle vertueux que les mecs font entre eux, en font pas profiter aux meufs, ou alors toujours aux mêmes meufs qui sont déjà elles-mêmes bien établies. Et ce qui fait qu'en fait, les gros restent gros, quoi, et continuent à brasser les mêmes types d'audience, et les petits restent petits. Et en fait, on retrouve ça sur YouTube, mais on retrouve ça en création de contenu sur Instagram dans une certaine mesure, sur Twitch énormément, sur TikTok et tout. Et donc, en fait, ça aussi, ça incite pas les meufs à se lancer pour faire de la création de contenu. Et moi, je sais que je suis beaucoup de chaînes de meufs, mais qui restent au final assez confidentielles. Parce que c'est des meufs qui vont parler en plus de certains sujets un peu engagés, de trucs comme ça. Et donc, oui, et pourtant, on sait que c'est pas a priori des mecs méchants, mais juste, ils participent à un système et ils le remettent pas en question. Et ça, c'est problématique aussi quand tu sais que c'est une industrie où il y a énormément de thunes dedans. Donc, pas ouf. Ouais. 4 sur 10. 4 sur 10. Manque d'effort, manque d'application. Et on parle des créateurs de contenu, mais il y a aussi les algorithmes de recommandation qui participent à tout cet écosystème très masculin. Ouais, et à invisibiliser en fait aussi certains sujets, parce qu'on sait que des sujets très marqués comme étant féminins sont très dévalorisés. On considère que des sujets, mais comme dans le reste de la vie, c'est-à-dire que le maquillage, la mode... j'en sais rien, les travaux manuels, la cuisine, etc. C'est des trucs de gonzesses, et les trucs de gonzesses, ça intéresse qui? Que les gonzesses. Alors que l'humour, ça intéresse tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? La course automobile, ça peut intéresser tout le monde. Enfin, il y a un peu ce truc de dévalorisation, et surtout les créatrices sont beaucoup plus fortement jugées sur ce qu'elles disent ou ce qu'elles font que les créateurs. Et ça n'a pas les mêmes conséquences aussi pour elles, quoi.
Donc les algorithmes participent aussi à ça, et quand tu regardes les pages d'accueil YouTube, même si c'est fait avec ton algorithme aussi, l'algorithme de YouTube, il participe aussi à recommander tel ou tel créateur de contenu et plutôt masculin, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Ambiance. Cool. Alors, on en a encore 2. Ok, la fin. Ouais. Ouais, est-ce que tu vois qui c'est? Ça anime. Exactement, ouais. La fatigue. Fatigue parce que j'ai beaucoup suivi un peu, parce qu'au début, au tout début, quand il a un peu percé sur Twitch, anime, je me disais, c'est cool, c'est un mec jeune, il fait un peu des sketchs, enfin des reprises rigolotes et tout, pourquoi pas. Et en fait, il y a plein de trucs où je me suis dit, gros red flag. Déjà, beaucoup trop de blagues racistes, en disant, ah mais je me moque du racisme. Ouais, mais non, en fait, c'est la flemme. Et surtout, le moment où je me suis dit là, je suis une immense fan de Théodora, bien sûr, comme tout le monde, la boss lady. Et donc, elle avait été invitée à un stream caritatif il n'y a pas très très longtemps. Et elle a révélé qu'avec Anime, ils ont été dans la même classe, à Rennes. Ok. Et elle a dit, mais moi, je l'aimais pas. Et lui, il dit, oui, j'étais un petit con à l'époque. On sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire. Un mec plus une meuf noire qui elle-même se définit comme une meuf noire un peu bizarre, qui était dans la même classe au lycée. Lui, c'était un bully de fou au lycée, c'était à peu près sûr. Et que elle soit en mode je l'aime pas, j'étais en mode il y a un nez creux. Et bon, ça a continué, le truc avec les situations, tout ça. Et en fait, il y a le truc de c'est un jeune mec. Et donc, qu'est-ce que tu attends, comment dire, quels sont les jugements aussi que tu fais à un mec qui est très jeune, qui a beaucoup de succès, très jeune, etc. Il y a le truc que malheureusement, quand tu es créateur de contenu sur Internet et que tu as une grosse audience, tu as aussi des responsabilités par rapport à ce que tu dis. Et donc, je pense qu'il ne serait pas de trop de faire peut-être une petite pause, peut-être parler avec des conseillers en communication aussi, ou en tout cas, prendre un peu de distance, un peu de recul. Parce que, en fait, moi, j'ai juste peur que ce soit un mec qui a peut-être pas un mauvais fond, mais qui, en fait, dit plein de conneries pour plein de raisons différentes et finisse par, passer une limite et plus pouvoir faire ce qu'il aime, quoi. Donc, pareil, faut se remettre en question. 4 sur 10, pas d'effort. Peut mieux faire. Peut mieux faire, et surtout arrête de faire des trucs sur les meufs, quoi. C'est bon, on a compris. Oui, et sur les personnes racisées. Et sur les personnes racisées, arrête. C'est bon, on a compris les blagues sur le cochon, le pâté, c'est bon, on a compris. Oui. On peut passer à autre chose maintenant, quoi. Tu n'es pas Fabien Roussel, c'est bon. Et on va justement passer à Fabien Roussel. Il arrive quoi? Bonjour. Le Parti communiste. Connaissez-vous la fête de l'humain? Avec donc notre dernière figure. Inoxtag, Kaizen. Oui, qui n'est pas 2025, mais bon, on s'est dit que... Franchement, c'était un peu... juste avant. Ça a eu un impact culturel tellement fort. Enfin, maintenant, c'est devenu, sur Internet, c'est un peu devenu une expression de dire c'est mon Kaizen, esprit Kaizen, etc. Trop intéressant, Inoxtag, parce que moi, déjà, je suis trop intéressée par la manière dont cette jeune génération de créateurs de contenu s'inspire beaucoup des animés et des mangas japonais dans cette espèce de récit d'eux-mêmes, d'apprentissage de la vie, de... comment tu deviens une meilleure version de toi-même et tout. Je trouve que c'est hyper intéressant en termes de discours, mais ça bien sûr résonne avec un truc très capitalistique, très privilégié aussi. Il y a eu énormément de polémiques sur le fait que quand tu gravis l'Everest, ce sont des Sherpas qui portent tes affaires, et donc des personnes qui sont très précaires et que tu payes pour porter tes affaires, et qui parfois ont des problèmes de santé aussi. Et tout ce truc aussi de faut se déconnecter des réseaux, alors que c'est des gens qui ont le privilège de pouvoir le faire et c'est en même temps leur métier, enfin bref. Mais en tout cas, sur Inoxtag, je trouve que pareil, c'est quelqu'un qui est assez jeune et qui au final a connu une notoriété assez jeune et qui maintenant, je pense, est aussi dans une... C'est un peu la vidéo de la maturité, comme on dirait l'album de la maturité. Quelqu'un qui cherche, et en termes de masculinité, je trouve que c'est intéressant. Même si c'est quelqu'un qui, je pense, faut avancer, parce que dans Kaizen, pour le coup, je suis allée le voir quand même. Et toute la fin, c'est sur, il parle à son fils, il parle pas à sa fille. Enfin, en fait, Inoxtag est grandi dans la même société patriarcale que nous. Mais tous ces trucs de dépassement de l'effort, d'individualisme, développement personnel et tout,
En fait, ça reste aussi dans des injonctions à la masculinité très classiques. Donc là-dessus, mollo mollo. Et ouais, donc esprit Kaizen. Après, les trucs cool que j'ai vus, c'est que ça a permis quand même, j'ai un copain qui travaille pour Le Monde qui avait fait un papier là-dessus, ça a permis à des jeunes racisés, des jeunes de banlieue, de se sentir légitimes à faire de la randonnée et aller faire de l'alpinisme et tout, et de dire en fait ces espaces-là, on y a le droit aussi, même si c'est pas forcément un espace où on nous attend. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant sur l'influence quelque part d'Inoxtag sur les sports outdoor, on va dire. Et ça, je trouve que c'est cool. Ça, je trouve que c'est intéressant là-dessus. Donc, 6 sur 10. C'est pas le pire. Inox, ça va. Ok. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. Ouais, je ne sais pas comment clôturer cette capsule, mais vas-y. On va faire une pause. Ok, on fait une pause. Parfait. Est-ce que tu as posé une clôture de capsule ou pas pour chaque? Non, on n'a pas besoin. Ok. Ah,